Bonjour à tous. Aujourd'hui avec Cyril, nous allons vous raconter l'histoire de Dracula. La vraie histoire de Dracula. Pas ce roman complètement inventé. Non, cette fois, on va voir la vérité. Allez, c'est parti. Dracula. Ce nom seul suffit à provoquer des frissons chez certaines personnes. Roman mondialement connu de la fin du 19e siècle, écrit par Bram Stoker, comme tout le monde le sait, il n'a cessé par la suite d'inspirer bon nombre d'œuvres littéraires, puis cinématographiques. Notre but avec ce hors-série est de vous présenter l'homme. L'homme qui a en partie inspiré le roman de Bram Stoker. Le prince Valak Vlad III, Bassarab. Surnommé bien sûr Vlad Tepes, Vlad l'Empaleur, mais également Draculéa. Ça je ne savais pas. Nous profitons du voyage de Cyril en Roumanie pour illustrer nos propos, et ainsi essayer de marcher dans les traces de Dracula. Né entre 1431 et 1436, probablement à Targoviste, capitale de la Valachie, au sud de l'actuelle Roumanie, Vlad III est envoyé par son père Vlad II Dracule le dragon, surnommé ainsi du fait qu'il était membre de l'ordre de la chevalerie du dragon, avec son frère Radu III. Radu III le Beau, en 1442 comme otage au sultan Mourad II. Vlad est retenu à Andrinopole jusqu'en 1448 et son frère jusqu'en 1462. Pendant ce temps, en Valachie, Vlad II, Dracule, conclut une paix avec les Ottomans en 1447. Ce geste est vu comme un acte de traîtrise envers l'ordre du dragon par Jean Hunyadi, gouverneur de Hongrie qui organise une expédition punitive contre Vlad II et son fils aîné, Mircea II. Ils sont tous les deux capturés et tués à Balteni. Jean Hunyadi fait élire au trône de Valachie Vladislav II, de la dynastie des Danesti. En 1448, Vlad Dracula profite de l'absence de Vladislav II, de la capitale de la principauté Targoviste, pour s'emparer du trône de Valachie avec une troupe de cavalerie turque. Il en est chassé seulement 2 mois plus tard et doit s'exiler en Moldavie. C'est peut-être après cet épisode que Jean Hunyadi aurait donné l'ordre à Vlad Dracula de défendre la frontière sud de la Transylvanie, et qu'il aurait ainsi peut-être brièvement séjourné au château de Bran. Considéré aujourd'hui comme le château de Dracula, alors qu'aucun document de l'époque ne l'évoque, et que ce château n'est même pas la propriété de la Valachie, il est proche certes, mais se situe en Transylvanie. Ce château fut associé à Dracula car Bram Stoker, dans son roman, le situe en Transylvanie, sur le col de Borgo, en direction de la Burkovine. Or, aucun château n'existe sur le col de Borgo. Ainsi, le château de Bran fut assimilé par les lecteurs à l'image qu'il se faisait du château du comte de Dracula. Nous retrouvons Cyril, qui ne pouvait pas rater la visite de ce monument, qui, même s'il exploite le filon commercial basé sur une erreur, reste tout de même un superbe château. Je suis actuellement dans le château de Bran, qui dans la culture populaire serait le château de Dracula, donc de Vlad Tepes.
Dans nos cas, il est venu ici. Bran, construit sur l'ancien emplacement d'un château en bois, bâti à la base au début du XIIIe siècle pour les chevaliers teutoniques afin de contrôler la route commerciale stratégique reliant la Transylvanie à la Valachie, la passe Rukarbran. Le château originel fut entièrement détruit par les Mongols en 1242. Une nouvelle forteresse fut construite, celle de Bran, dont les plus anciennes parties datent de 1377. En 1699, le château devient la propriété des nouveaux princes de Transylvanie, la famille des Habsbourg. Après l'effondrement de l'Empire en 1918, le château appartient à la famille royale de Roumanie, à qui il est confisqué avec l'avènement des communistes. Il devient un musée national d'arts médiévaux en 1950. En mai 2006, le château de Bran est restitué à la famille des Habsbourg, qui le laisse ouvert au public. L'endroit est très beau et chargé d'histoire. Malheureusement, énormément fréquenté, de par son statut erroné de château de Dracula. Il est certain qu'une équipe comme nous rêverait de pouvoir enquêter dans ce château. C'est pourquoi je me suis tout de même essayé à une séance de K2, dans un coin plus calme. Est-ce qu'il y a quelqu'un au château de Bran? Si oui, déclenchez le K2 s'il vous plaît. Séance qui ne donnera rien. Mais alors, si Vlad III n'a jamais mis un pied à Bran, connaît-on au moins une de ses demeures? La réponse est oui, la citadelle de Ponari, localisée en Valachie, entre les Carpates et la plaine du Danube. Dressée au sommet d'une montagne escarpée, cette citadelle gardait le passage entre la Valachie et la Transylvanie. Une tour carrée fut bâtie dès le XIIIe siècle par les princes valaques. Et c'est Vlad Dracula qui fonda la forteresse autour de cette tour carrée. En effet, l'histoire de cette construction, comme souvent avec Vlad, est entourée d'une légende. Le dimanche de Pâques 1457, à Targoviste, Vlad III, de nouveau au pouvoir, vous verrez pourquoi par la suite, aurait arrêté toutes les familles des seigneurs responsables de la mort de son père et de son frère aîné. Après avoir empalé quelques chefs de grande famille, il obligea les autres à rejoindre Poenari, à pied, une centaine de kilomètres, et à construire la forteresse ayant vue au sud sur les terres de Valachie et au nord sur la Transylvanie. Vlad peut ainsi contrôler la vallée qui mène à l'une et à l'autre. Sa situation topographique était difficile d'accès. Cette citadelle fut délaissée plusieurs fois et totalement abandonnée au XVIIe siècle, après son effondrement partiel dû à un glissement de terrain. Cyril a essayé de s'y rendre, mais malheureusement une alerte aux ours à la période où il y était rendait le gravissement des 1400 marches dangereux, et surtout interdit, sauf sous escorte armée. Mais Cyril n'avait pas d'escorte armée. Mais nous ne désespérons pas, un jour, de pouvoir y accéder. Et pourquoi pas d'y mener une enquête? Étant donné que cette citadelle n'est pas polluée par un tourisme de masse comme à Bran. À la place, nous vous proposons quelques images d'une autre citadelle médiévale, celle de Rasnov. Elle aussi perchée sur une montagne et ayant la même fonction, à savoir de garder les frontières, ici de la principauté de Transylvanie, contre les invasions turques. Celle-ci était par chance accessible à Cyril. On va monter tout là-haut dans une citadelle.
Cette citadelle médiévale fut d'abord la propriété des comtes allemands de Rachnov, au XIVe siècle. En 1427, le roi de la Hongrie et l'empereur du Saint-Empire germanique décident de donner la citadelle en tant que bourg fortifié à la communauté locale face aux invasions turques. La forteresse perdit son rôle actif, militaire et urbain après le début du XVIIIe siècle. La frontière étant par la suite surveillée par l'armée et enfin les invasions cessèrent. Les habitants quittèrent la citadelle pour s'installer au bas de celle-ci, à l'emplacement de l'actuel Rachnov, tandis que la fortification tomba en ruine. Le moment passé dans ce lieu fut magique. Se perdre dans ces vieilles rues, comme figé dans le temps, était vraiment spécial. Le lieu est classé aux monuments historiques et sert même parfois de décor pour certains films. Ce qui est guère surprenant, car le temps semble s'être arrêté dans cette citadelle. Avant ces événements de 1457 et la fortification de Poenari, nous avions laissé Vlad Tepes exilé en Moldavie en 1448, où il se lie d'amitié avec son cousin Étienne III de Moldavie, que l'on retrouvera plus tard dans notre récit. La Valachie est toujours aux mains de Vladislav II. Il faut attendre 1453, alors que la chrétienté est aux abois et que Constantinople vient de tomber aux mains des Turcs musulmans. Pour défendre l'Europe de l'Est, les Hongrois confient une armée à Vlad, qui en profite pour tuer Vladislav II en 1456. C'est à cette période que Vlad Tepes, de religion orthodoxe, se convertit au catholicisme, afin de bénéficier du soutien de Mathias Corvin, le fils du défunt Jean Hunyadi. Avec son armée fidèle, recrutée parmi les paysans libres, il impose à tous un respect strict des lois. Désordre, criminalité et corruption reculent devant ces méthodes. On lui attribue des décapitations, des démembrements, des incendies et des empalements. C'est ça qui lui vaut le surnom de Vlad Tepes. De son vivant, il agit aussi sur le front économique. Les marchands saxons de la Transylvanie voisine et ignorent ses taxes douanières et osent supporter et prétendre au trône de la Valachie. Vlad se débarrasse d'eux et liquide les prétendants. Cette férocité vengeresse le dessinera en monstre impitoyable. Image que les pamphlets saxons et dessins épouvantables transformeront en sombre légende. En 1462, Vlad brise son alliance avec les Ottomans, en tuant près de 30 000 hommes sur le Danube, perdant ainsi l'allégeance de son frère Radu, toujours fidèle au sultan Mehmed II. Le sultan envoie donc Radu le Beau pour conquérir le trône de Valachie au nom des Turcs. Trahi par son frère cadet, Vlad Dracula se fait poursuivre jusqu'à sa citadelle de Poenari. D'après la légende, sa femme trouva la mort en se jetant du haut de la forteresse pour échapper aux Turcs. Vlad, quant à lui, put s'échapper du siège en empruntant un passage secret à travers la montagne. Il retourne alors en Transylvanie, où il pense retrouver le roi hongrois Mathias Corvin à Brașov, au centre de l'actuelle Roumanie. Nouveau lieu visité par Cyril. Malheureusement pour Vlad, ses excès lui ont fait perdre ses alliances et les autorités locales de Brașov, tout comme Mathias, finissent par reconnaître Radu, son frère, comme souverain légitime de la Valachie. Dracula est arrêté en novembre 1462 à Brașov. Donc ici nous sommes à Brașov, là où par contre Vlad Tepes est venu.
On sait qu'il est venu punir ses ennemis en 1457, notamment les commerçants saxons qui refusaient de payer ses taxes. Et c'est ici qu'en 1462, il a été arrêté, puis ensuite emprisonné à Budapest pendant plus de 10 ans. Ville étudiante, aujourd'hui très dynamique, j'ai pu tout de même observer quelques rares vestiges à Brașov, datant de l'époque où Vlad fut arrêté. Notamment l'église noire, cette superbe cathédrale dont le début de la construction remonte à 1383. Elle fut presque entièrement détruite en 1421 par les Turcs, alors que sa construction était quasiment achevée. Sa reconstruction prit fin en 1477. L'église noire tire son nom du fait qu'elle fut incendiée en 1689, feu démarré par les forces autrichiennes durant la guerre contre les Ottomans. Après son arrestation à Brașov, Vlad passe 12 ans prisonnier à Budapest, où il est très bien traité. En réalité, il reste peu enfermé. Son cousin Étienne III de Moldavie intercède en sa faveur. Mathias Corvin finit même par le marier à sa cousine, Ilona Slegai, vers 1466. Pendant ce temps, les intrigues continuent en Moldavie. Étienne de Moldavie expulse Radu du territoire, mais ne rend pas pour autant le trône à Vlad. Il installe à la place au pouvoir un dénommé Basarab Laiota, qui, peu reconnaissant, essaie de se libérer de l'emprise moldave en négociant avec les Turcs. Toujours est-il que lorsque Radu, le frère de Vlad, meurt de syphilis en 1475, Mathias Corvin libère Dracula afin qu'il récupère la Valaquie, au profit de la Hongrie. Il s'installe à Bucarest, alors une petite bourgade. Il fait prospérer cette petite ville. On raconte même que c'est lui qui fait de Bucarest la capitale de la principauté de Valaquie. En novembre 1476, Vlad réussit à chasser du pouvoir Basarab Laiota, qui reviendra peu de temps après avec des troupes ottomanes. Vlad III est tué à la fin du mois de décembre 1476, un mois seulement après son retour au pouvoir dans des circonstances pas vraiment claires. Selon certaines sources, il aurait été tué au combat en affrontant les troupes turques. Pour d'autres, il est assassiné à Bucarest, voire même empoisonné. Une information est par contre toujours citée. Il aurait été décapité, et sa tête aurait été envoyée à Constantinople, au sultan qui l'exposa sur un pieu comme preuve de sa mort. Mais après sa mort, Vlad Dracula continue de faire parler de lui. Une légende roumaine raconte qu'une nuit, une terrible tempête frappa le monastère où il fut inhumé, et que le lendemain matin, son corps avait disparu. Nous devinons l'influence de cette légende sur le roman de Bram Stoker, lorsque le non-mort quitte son cercueil. Les chercheurs s'accordent aujourd'hui pour dire que le monastère en question serait celui de Snagov. En effet, le tombeau est censé se situer au bord d'un lac proche de Bucarest. Le tombeau, situé sur l'île de Snagov, identifié comme celui de Vlad Tepes, ne contenait en fait que quelques ossements fossilisés de chevaux datant du néolithique, bien plus anciens. Deux autres tombes existent dans le monastère de Snagov, toutes deux ouvertes par des archéologues en 1932. La première, située au pied de l'autel dans la chapelle du monastère, ne contenait que quelques fragments d'os humains mâchonnés par des bêtes. La seconde, en revanche, a livré un squelette d'homme, privé de son visage. Sa tête recouverte d'un tissu de soie. Il possédait une épée, une couronne, les restes d'une cape pourpre, et surtout une médaille de l'ordre des dragons, auquel appartenait la famille de Dracula. On ne peut pas pour autant être sûr qu'il s'agisse du prince Valak. Car rappelons-le, toutes les sources racontent que Vlad a été décapité. Les archéologues recherchaient donc un corps sans tête qu'ils ne trouvèrent jamais. Malheureusement, les restes humains trouvés à Snagov ont été égarés dans les réserves du musée d'histoire et d'archéologie de Bucarest depuis les années 30. Beaucoup de questions
persiste autour de ce supposé emplacement de l'inhumation, car le monastère de Snagov est orthodoxe, alors que, rappelons-le, avant sa mort, Vlad s'était converti au catholicisme. Mais c'était un prince. Son sang royal lui a-t-il permis de reposer dans un lieu orthodoxe ? Mon voyage touche à sa fin. Je repars de Roumanie des souvenirs plein la tête, conscient de n'avoir seulement qu'effleuré le mythe et la légende de Dracula. Transylvanie, Valaquie, Carpates, toutes ces régions aux consonances mystérieuses, pour l'imaginaire de beaucoup liées aux vampires, aux loups-garous, aux mythes et légendes obscures et occultes. J'ai finalement découvert des régions aux paysages magnifiques. Des châteaux. Des églises. Des monastères. Des grottes s'enfonçant sous la montagne. Des villas. En bref, un patrimoine riche en monuments, à l'architecture très spéciale, influencée par l'art byzantin. J'ai pu avoir des échanges très enrichissants sur la vie roumaine en général, mais également sur le paranormal dans la région. Parler avec les Roumains de Vlad Tepes m'a permis d'avoir une vision interne des choses. Pour certaines personnes, Vlad était considéré comme un héros, proche du peuple, juste. Une figure historique, semblable à notre Jeanne d'Arc en France. Car le problème, quand on se penche sur ce personnage, c'est que les informations erronées, non documentées, ont tendance à rester, alors que la réalité est oubliée. J'ai par exemple appris que Tepes, que tout le monde traduit par empaleur, viendrait du mot teps, qu'on peut traduire par épine, et que finalement, Vlad l'empaleur devrait être surnommé Vlad l'épineux. J'ai pu également en apprendre plus sur l'histoire de la comtesse hongroise Elisabeth Báthory, ayant vécu une centaine d'années après Dracula, surnommée la comtesse sanglante, voire la comtesse Dracula, dont l'histoire s'est mélangée dans les esprits avec celle de Vlad III, concernant notamment toute la symbolique du sang. Mais ceci est une autre histoire, et concernera peut-être un jour un autre hors-série. Nous espérons que ce format inédit pour notre chaîne vous aura plu et qu'il vous aura appris des choses concernant Vlad l'Empaleur, Vlad l'Épineux, l'homme derrière le mythe de Dracula. Je me sens pas bien. J'ai mal digéré.